Mais c'est vrai qu'il y a plein de têtes inconnues. Bienvenue. Nous, du coup, c'est TADX, Tour Agile et DevOps Experience. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est ravis d'accueillir Gwenaëlle, qui est un coup de cœur encore. Hein. On ramène beaucoup de coups de cœur conférences à Tours. Donc, elle va nous présenter Green Agile, responsabilité, agilité numérique, un grand système à construire ensemble. Et rester jusqu'au bout, c'est vraiment passionnant. Juste quelques précisions. Non, c'est bon. Juste quelques précisions. La séance sera filmée, donc on filmera Gwenaëlle. T'es toujours OK? Yes. Oui, je ne sais pas si on avait posé la question. Et potentiellement photographiée. Généralement, on ne vous prend pas de face ni en gros plan, mais pour ceux que ça gênerait, vous veuillez lever la main et puis on notera. Non, c'est OK pour tout le monde. On peut même mettre des smileys à la place. J'ai vu ça dans certaines photos. Une collation sera proposée après la présentation. Donc, c'est essentiellement du grignotage autour des pizzas et des bonbons et du Coca-Cola. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés quand même pour qu'on commande le bon nombre de pizzas? Donc, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK? On a fait le tour? Très bien. Nos sponsors, encore un grand merci. Et pour ceux qui les connaissent pas, qui les découvrent, à AppSeedTop et à Sensi, qui sont deux ESN de la place de Tours, qui nous ont soutenus du début en croyant à cette formidable meet-up, et même pendant le confinement où ils ont continué en fait de nous sponsoriser, et c'est comme ça qu'on a pu nous exister tous les mois, sauf juillet et août, hein, on part en vacances un petit peu aussi. Et puis enfin MAM, avec qui on a signé aussi un sponsoring salle, donc merci à eux, ils nous hébergent gracieusement. Donc voilà, un grand merci à tous ces trois acteurs. Zut, je suis allée trop vite. Notre petit calendrier de prévu. Côté TADX, on a 2 dates. En vrai, on a toutes les dates jusqu'à décembre, mais on ne va pas faire un calendrier trop long. On a Alexandre Touret, un Tourangeau, et Raphaël Semetes, alors lui, il vient de Paris, qui vont nous présenter un sujet d'architecture, une plateforme à concevoir, 2 architectes, 3 possibilités. Côté AFUB Tour, ils n'ont pas encore positionné leur prochaine date, mais je sais qui c'est. C'est potentiellement moi. Donc, on ne sait pas encore, mais c'est possible. Ce sera un petit Lego Flow Game, un petit atelier qui permet de découvrir de la gestion de projet et de la gestion de produits selon différents modes. Donc, venez jouer. Il y aura plein de Lego. Et une autre date à venir, le sujet est encore à caler, c'est Simon Jaillet, mais que tu connais, je pense, qui va nous présenter normalement l'importance des parties prenantes dans un projet agile, mais je sais qu'il a plein de choses en tête et voilà. Donc on va faire plouf plouf, je pense, au dernier moment. Nous, Stéphane et moi, n'hésitez pas à nous contacter pour... on a un CFP, si vous avez des idées de présentation que vous voulez tester, on est très preneurs. Si vous avez aussi des sujets qui n'ont pas encore été abordés, qui vous intéressent, réclamez-le nous. Ou si même vous avez des idées de personnes que vous avez déjà rencontrées, on aime bien les personnes fabuleuses, on est preneurs aussi, donc n'hésitez pas. Et encore merci à Roxane Chan-Pao qui nous a fait notre identité visuelle, donc sans qui tout ça serait très très moche. Donc on te laisse la place, Gwenaëlle. Okay. On va couper. Déjà pour votre présence, d'avoir fait le déplacement en fin de journée de travail, tout ça, donc merci beaucoup. Alors on va parler agilité numérique responsable sous l'angle on accompagne les entreprises au changement, et donc je pense qu'en tant qu'accompagnateur au changement, que ce soit Scrum Master, coach agile, dirigeant d'entreprise, DSI, vous prenez des murs des fois sur de l'accompagnement au changement, des choses qui ne marchent pas forcément, et donc le but du jeu c'est d'essayer d'avoir de l'amélioration continue avec les pains qu'on peut apprendre sur nos métiers actuels, appliqués à l'accompagnement vers du numérique responsable. Et j'aimerais beaucoup remercier Fanny. Elle est ressortie du coup. Bon, tant pis. Merci beaucoup à Fanny d'être venue me chercher. Je commençais tout juste à être conférencière et c'est elle qui est venue me trouver et qui m'a proposé cette date-là. Et donc, pour moi, c'est la personne qui a cru en moi en tant que petite conférencière qui commence et qui veut dire des trucs. Donc, merci beaucoup à elle parce qu'elle m'a donné plein d'énergie. Donc, je suis Gwenaëlle Irien. À la base, je suis développeuse Scrum Master Coach Agile.
Je suis aussi coach professionnel certifié et j'accompagne notamment sur l'éco-anxiété. Et sinon, je suis, on va dire, lead numérique responsable pour ce que ça peut vouloir dire dans une entreprise. Mais en gros, j'accompagne le groupe dans lequel je suis à aller vers un numérique plus responsable. Je suis aussi animatrice de la fresque du climat et de la fresque du numérique. Si vous avez des questions sur les fresques, n'hésitez pas à me demander à développer. Je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est, mais à la fin, je suis vraiment là pour en parler. Si vous voulez faire le premier petit pas, je leur dirai à la fin, il faut aller faire une fresque. C'est vraiment la base de la base. Avant qu'on commence, le numérique responsable et de manière générale tout ce qui touche au climat, c'est un truc sur lequel on est encore en train d'apprendre tous les jours. C'est un truc sur lequel on est encore en train de se dire ok, donc ça, on pensait que c'était ok, finalement ça l'était pas. On peut prendre l'exemple par exemple des voitures électriques. C'est vachement bien, ça pollue moins, mais dans le même temps, les batteries, elles sont difficilement recyclables, ça crée énormément de déchets et donc ça pose plein de problématiques. Donc c'est le très grand jeu de la crise climatique, c'est un immense amas de milliards de petits problèmes, tous interconnectés. Donc on est sur de la complexité bonne dose. Et donc je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2. Je ne sais pas si ça vous parle. En rapide, on a le cerveau qui fonctionne de deux manières. En système 1, c'est le système rapide, celui qui nous permet de prendre des décisions qui sont très peu, on va dire, coûteuses en glucose et en fonctionnement, ce qui nous permet de fonctionner de manière assez rapide tous les jours. Et donc ça se base beaucoup sur nos croyances, nos habitudes, notre culture, voilà. Donc ça nous permet d'aller assez vite. Le système 2, c'est le moment où vous êtes en train de regarder un tweet et vous vous dites est-ce qu'elle est vraiment checkée, cette information-là? Est-ce que vraiment je dois la croire? Est-ce que je la repartage tout de suite, etc. C'est le moment où vous vous mettez à réfléchir et où vous commencez à mettre en doute ce que vous êtes en train de lire. Et donc, pour regarder, que ce soit à ma conférence ou de manière générale, travailler sur le climat et la prise en compte des enjeux de la crise climatique dans les entreprises, dans le contexte pro, mais même ailleurs, c'est mettre en route son esprit critique. Donc c'est vraiment, faut pas me croire sur parole. Il y a méga des sources. Et le but du jeu aussi de cette conférence, c'est de faire en sorte que vous puissiez repartir avec des mots, avec des choses qui vous ont posé question, avec des ouvertures pour que vous puissiez aller chercher ce qui vous intéresse. Maintenant que c'est posé, on n'oublie pas aussi que moi aussi je suis débutante, que pareil, je suis en train d'apprendre, que je suis constamment en train d'apprendre. C'est ce que je dis d'ailleurs aux entreprises. Donc si je fais des bourdes, il faut me le dire. S'il y a des trucs qui ne sont pas exacts, on peut en discuter à la fin. Je suis complètement ouverte sur le principe. Maintenant que le cadre est posé, et que la zapette fonctionne, on va partir niveau base sur qu'est-ce que c'est le numérique. C'est un continent qu'on construit tous ensemble, donc c'est à peu près 4 milliards d'utilisateurs sur les 7 milliards d'êtres humains. C'est un continent avec tous ces utilisateurs, c'est comme si on avait créé un nouveau truc qui serait 3 fois l'impact de CO2 de la France. Donc on a tous nos pays, nos endroits d'origine, et en plus, à partir du moment où on est connecté à un téléphone, à un ordinateur, on fait partie de ce continent-là. Et donc ce continent-là, comme tout autre pays, il y a des avantages, le fait de partager de la culture, des informations, d'apprendre, de se nourrir, de pouvoir opérer quelqu'un à l'autre bout du monde, enfin il y a plein de trucs super chouettes. Et il y a d'autres problématiques, comme tous les continents, c'est-à-dire par exemple l'accessibilité. Entre avoir le dernier smartphone et avoir un 3310, c'est pas la même expérience du numérique. Ça se discute. Pareil sur les ordinateurs. Mais ça va être aussi, est-ce qu'on a les bonnes conditions pour pouvoir voir les choses, entendre les choses, interagir avec les périphériques. Et donc ça va être par exemple toutes les notions d'accessibilité. Et donc quand on prend en compte qu'on est tous citoyens de ce grand continent du numérique, le numérique responsable, une des bases, et c'est aussi de ça dont on va parler, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous les mêmes en fait. On n'a pas les mêmes capacités et même les mêmes droits, parce que ça va dépendre des pays, sur quel site vous avez le droit d'accéder, à quel type de culture vous avez le droit d'accéder. Alors, quand j'ai commencé la conférence, je faisais tout un slide avec des chiffres, j'essayais de faire deviner certaines choses. Par exemple, j'aimerais bien savoir combien vous avez de périphériques en moyenne chez vous. Je compte les téléphones, les iPads, les ordinateurs, les machines à laver connectées, les frigos qui vous disent qu'est-ce qui manque dans votre frigo et quelles courses vous devez faire. À votre avis, alors, à peu près 5. Qu'est-ce qu'il y a 5 périphériques chez soi? Ouais. Est-ce qu'on monte à 10? Ouais, il y en a un au fond. On monte à 10, on monte à 10. Ouais. Ok. Ça fait, hein. Alors, s'il y a un chiffre avec lequel vous allez
pouvoir repartir, je pense, et j'en parlerai juste après, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez par exemple le cellophane qui contient un téléphone portable, vous avez cramé 90% de son impact CO2. Donc tout le temps que vous allez l'utiliser sera toujours vraiment moindre par rapport au nombre de périphériques que vous avez en fait. C'est vraiment la construction qui pose le plus de problèmes. Et donc quand on a 15 périphériques, on peut considérer que nous, en tant que citoyens de ce grand continent du numérique, on est plutôt dans ceux qui ont les moyens, quoi, qui ont des possibilités d'interagir de plein de façons différentes, d'avoir accès à plein de réglages, à plein de choses. Et donc, c'est une des grandes questions déjà, c'est notre usage du numérique, à quel point on est capable de le démultiplier et d'en mettre partout, et de se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment le faire? Ça va revenir pendant toute la conférence. Et donc, si j'accompagne sur l'éco-anxiété et toutes ces problématiques-là, c'est qu'on est une espèce qui a permis de faire du ski dans le désert, et dans le même temps, on nous dit chaque année qu'il y a moins en moins de neige et qu'on ne peut plus faire de ski à la montagne. C'est ce genre de truc qui prend aux tripes et qui prend la tête vraiment quand on accompagne. Et donc, quand on est coach agile, Scrum Master, qu'on accompagne une entreprise, on va être autour de la vision, de la construction, vers où on va, etc. Là, ça va être vers où on va, etc. On va en parler après. Mais en plus, j'ai la trouille. Mais en plus, je ne suis pas tout à fait raccord entre ce qu'il y a chez moi, ce qu'il y a dans l'entreprise, comment j'utilise le numérique. Donc c'est vraiment ces problématiques-là qui se posent aussi. C'est le fouillis. C'est le cycle de vie du numérique. Et je vous ai mis en même temps le bilan carbone. C'est une des premières choses que vous pouvez faire en accompagnement au numérique responsable, c'est de faire le bilan carbone de votre entreprise et de pouvoir en tirer des objectifs. Et à partir de ces objectifs-là, de faire bouger vos pratiques, que ce soit vos offres commerciales, comment vous accompagnez vos clients, qu'est-ce que vous voulez pour vision pour votre entreprise, comment est-ce que vous consommez à l'intérieur de votre entreprise. Le bilan carbone, c'est vraiment une première étape. Il y a encore peu d'entreprises qui ont vraiment les compétences en interne. Par contre, si vous voulez, en fin de conférence, je peux vous donner le nom de boîtes qui font ça très très bien et qui peuvent vous accompagner. Dans le cycle de vie, ce que j'aime bien faire comme parallèle avec le vivant, puisque nous sommes pas de souci, puisque nous sommes des utilisateurs et qu'on se trouve là, au scope 3, donc vraiment à l'utilisation du périphérique, il y a des trucs auxquels on ne pense pas, vraiment pas. On commence à nous embêter sur le fait d'y penser, et plus on y pense, plus ça nous fout les jetons. Donc c'est toujours cet aller-retour. Plus on va aller chercher, plus on va aller découvrir des choses, se renseigner et essayer de faire changer les choses, par exemple à partir d'un bilan carbone, plus ça peut mettre un petit stress. Alors autant dans le cycle de vie d'un être humain, la phase conception, ça nous intéresse plutôt, autant au niveau du numérique, ça ne nous a pas intéressé du tout, mais donc on va y retrouver toutes les problématiques autour des ressources finies et des terres rares. Il y a la conférence à l'USI de, je ne me souviens pas son prénom, Aurore Stéphan. Elle est vraiment géniale, je vous conseille vraiment d'y aller. Toutes les ressources qui m'ont permis de construire cette conférence seront données à la fin. Il y aura un QR code et vous pourrez scanner et c'est disponible sur le site de la conf. Donc voilà, si vous perdez des trucs, il n'y a pas de souci, tout est à la fin. Mais en tout cas, pour ce qui est des terres rares, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce que fait Aurore Stéphan. Une des choses qui a vraiment à garder, c'est que quand on parle de terres rares, on ne parle pas tellement du fait qu'il y en ait peu sur Terre. Il y en a plein, il y en a partout. Par contre, il y en a partout en toute petite quantité. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les images d'un gigantesque cratère, donc une grande mine à ciel ouvert, et on voit à l'intérieur juste une toute petite boule de métaux. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Elle est très impressionnante. Il faut excaver des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de terre pour réussir à récupérer les tout petits métaux qui vont être dans nos smartphones. Et donc c'est une des grosses conséquences du numérique, de manière générale, c'est que, quand je vous disais 90% du CO2, c'est au moment de la construction, c'est qu'entre l'eau qu'on doit utiliser dans tous ces processus chimiques et l'excavation de tous les matériaux, le coût, il est là. Donc je vais le répéter très très souvent, vous avez des périphériques, prenez soin de vos périphériques, vraiment. Parce que plus on les fera durer, plus on adaptera notre code et notre façon de les utiliser, plus on fera en sorte de moins polluer. S'il y a bien une idée déjà à prendre, c'est celle-là, faut les chérir. Il y a un autre truc qui nous intéresse moins, qui a une difficulté dans notre société, c'est tout ce qui entoure la fin de vie. Les difficultés autour de l'âge, autour de la prise en compte, par exemple, de l'accessibilité pour les personnes âgées par rapport au numérique. Donc, on est dans une société
et pendant longtemps on a été comme ça, à partir du moment où on achetait quelque chose, c'est à moi, je le possède, c'est mon objet, j'en prends plus ou moins soin. Par contre, au moment où je le mets dans la poubelle, ça ne m'appartient plus. Je pense que vous connaissez tous cette sensation-là. Parce qu'on n'a pas été élevé à faire attention. Donc, et c'est OK. Au sens où justement, cette conférence-là, c'est aussi pas pour vous faire culpabiliser, pas pour vous dire on est des mauvaises personnes, on a mal fait, etc. Tout ce qui est autour de l'enjeu de la crise climatique et de l'accompagnement de vos entreprises, c'est OK. On était là, à ce moment-là, avec l'éducation qu'on a eue, avec les connaissances qu'on a eues. Ben, aujourd'hui, vous êtes là pour prendre en charge un peu justement de cette réflexion-là, de ces émotions-là aussi, parce que ça peut vraiment faire peur. Et donc, merci à vous d'être là pour pouvoir parler de ce sujet-là, et notamment de la fin de vie des périphériques. À votre avis, en France, on recycle combien de pourcents des périphériques qu'on utilise? Donc téléphone, pareil, ordinateur. 8, 10%, ouais. Ouais. Alors c'est entre 10 et 15 en France. Et on fait des progrès. Et on est plutôt bon là-dessus. Plutôt bon à 10 à 15%, c'est pour vous dire. Le reste, c'est envoyé dans les pays d'où on extrait justement cette terre rare. C'est l'impact qu'on a en tant que, justement, citoyen de ce continent numérique où on peut avoir 10 à 15 périphériques et on n'est pas en train de vivre les répercussions ni de la construction, ni de la fin de vie des périphériques qu'on utilise tous les jours. Là, vous voyez, par exemple, émotionnellement, on ne se sent pas forcément tip-top, quoi. Mais c'est comme ça, c'est OK, on avance et puis on va s'améliorer. Donc effectivement, dans le monde, c'est plutôt 5%. Donc encore une fois, si on craque 90% du CO2 au moment de la fabrication et qu'on est capable d'en recycler que 5%, le calcul est vite fait, faisons traîner nos téléphones le plus possible, même quand ils rament. Et donc numérique responsable, à partir du moment où on a vu ça. Et si vous voulez vraiment creuser plus sur l'impact du numérique, c'est la fresque du numérique. Ça va prendre 3 heures, du début à la fin, et là vous allez être calé et vous allez pouvoir avancer, si vous voulez creuser plus sur ces notions-là. La zapette. La zapette est allée trop vite. Faut la changer. Je suis trop loin pour elle. Alors, le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, ça va parler aux accompagnateurs au changement, aux Scrum Masters, aux agilistes, ça vous connaissez, qui vise à améliorer l'empreinte écologique, donc tout ce dont je vous ai parlé juste avant sur la fabrication, la conception, etc. Et sociale du numérique. Parce qu'encore une fois, on est dans ce continent-là, on n'a pas la même capacité, les mêmes possibilités d'utilisation de ce continent. Et ça me permet d'introduire autre chose, vu qu'on est dans le moment un petit peu bad trip, le début de conf. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, il faut apprendre, il faut se détendre, c'est OK. Quand je dis aussi, c'est préserver les périphériques le plus longtemps possible et faire en sorte d'utiliser le moins de ressources, et au sens où, là, quand on a 10 à 15 périphériques chez nous et qu'il suffit d'aller dans un magasin pour en acheter un, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'empiéter sur le potentiel numérique des générations futures. Au sens où les terres rares, c'est de plus en plus difficile de les extraire, parce que les mines, c'est extrêmement polluant, ça pose plein de problématiques. Et donc, en fait, si on a moins de ressources, qu'on est tous en train de polluer des choses et qu'on ne permet plus un accès au numérique, ça veut dire que les générations d'après, c'est pas comme la nôtre qui vont pouvoir aller dans une Fnac et acheter un téléphone, ça va être bien plus compliqué pour elles, en termes de prix, en termes d'utilisation, etc. Donc le numérique responsable, c'est aussi prendre vraiment la dimension sociale de ce que ça veut dire qu'être utilisateur du numérique, de faire partie de ce continent-là. Encore une fois, Aurore Stéphan, elle en parle très très bien. Si on veut faire du numérique responsable, ça représente tout ça. Donc ça représente la technique de l'information et de la communication, tout ce qu'on appelle le Green IT, donc comment est-ce qu'on va bien concevoir des produits numériques, comment est-ce qu'on va bien les coder, comment est-ce qu'on va bien les entretenir, comment est-ce qu'on va bien les décommissionner, par exemple. C'est très important. Et donc, ça va être aussi comment est-ce qu'on fait en sorte de rationaliser nos usages, vraiment autour de la sobriété numérique. Et donc, c'est plutôt de cette partie-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle l'IT for good, donc l'IT équitable, comment est-ce qu'on fait justement que chaque personne ait accès au numérique de manière équitable, et l'IT for green. Donc, ça va être comment est-ce que je peux mettre en place des technologies, par exemple, pour rationaliser l'irrigation dans les champs et faire en sorte d'économiser des ressources en eau. Ça va être toute la technologie, toute l'innovation qu'on va pouvoir mettre au service de la transition écologique.
en prenant en compte l'effet rebond et plein d'autres petites particularités qu'on va voir juste après. Mais donc aujourd'hui, ça va vraiment être sur cette partie-là. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais. Comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas, voilà, manifestez-vous s'il y a des termes ou quoi que ce soit. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que quand on m'a proposé de faire une conférence sur l'agilité et le numérique responsable, moi à la base, j'y connaissais pas énormément. J'étais déjà animatrice de la fresque du climat et j'avais des engagements autour du climat, mais autour vraiment du numérique en tant que coach agile, c'était encore un peu flou pour moi. Ça m'a demandé de beaucoup bosser, de beaucoup me renseigner. Et j'ai regardé énormément de choses par des boîtes qui sont vraiment très bien. Par exemple, tout ce que fait Octo, c'est vraiment top. Tout ce que fait Zenica, c'est vraiment top. C'est vraiment des ESN qui travaillent vachement bien sur la partie Green IT. Donc je me disais, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus? Pourquoi je créerais du contenu en plus? Est-ce que vous connaissez ce bonhomme, Simon Sinek? Ouais, il y a une partie quand même, c'est bon. Simon Sinek, c'est le gars qui nous a tous dit, à nous, accompagnateurs du changement, il y a longtemps, qui nous a dit... en fait, si votre boîte, elle fait des trucs juste pour faire des sous, il y a moins de chances que les gens achètent vos trucs. Parce que ce qu'ils achètent, en fait, quand on dit « start with why », ce qu'ils achètent, c'est le pourquoi vous fabriquez ce que vous fabriquez. À quelle destination? Qu'est-ce que vous êtes comme entreprise? Qu'est-ce que vous êtes comme producteur pour faire ces choses-là et qui vont faire qu'on va avoir envie d'acheter votre produit? Et donc, par exemple, moi qui suis dans une ESN, si le modèle de mon ESN, c'est faire du blé, ça va me poser question. Alors que si le modèle de mon ESN, ça va être accompagner la transition numérique des entreprises en prenant en compte justement l'éco-responsabilité, l'éco-conception, etc., ça va être très différent comme vision. Ça va vachement plus me donner envie de travailler, par exemple, à moi, personnellement. Et donc, je vous invite à aller regarder, pareil, sa conférence. Elle ne dure pas longtemps, c'est un des TEDx, je pense, les plus regardés. Et donc, pourquoi je suis là? Justement, pour essayer de trouver du sens et de répondre à une super question. Alors, je ne sais pas si vous voulez te poser, mais moi je me la suis beaucoup posée en tant que coach agile, c'est pourquoi elle ne marche pas la transfo? Pourquoi? Alors qu'on est là, qu'on est des accompagnateurs, qu'on est avec les équipes, qu'on fait plein de choses, etc. Pourquoi elle ne marche pas la transfo? Et souvent, un truc qui revient, c'est la transfo, elle ne marche pas parce qu'il n'y a pas de vision. Ou parce que les dirigeants, ils n'ont pas assez communiqué, parce que les managers n'arrivent pas à faire passer le sens. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, parce que je fais souvent des agiles tours, mais du coup, je ne sais pas exactement quels sont vos profils. Est-ce qu'il y a des agilistes dans la salle? J'aurais dû poser cette question d'abord. Oui. C'est tout? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour la partie numérique responsable plutôt? Alors bon, en tout cas, c'est une grosse question des accompagnateurs au changement, quoi. Pourquoi elle ne marche pas la transfo? Et moi, j'ai vécu pourquoi elle ne marche pas la transfo, il n'y a pas de sens, etc. Et ce que je trouve assez rassurant avec la crise climatique, entre guillemets, et avec l'accompagnement au numérique responsable, c'est que d'une certaine manière, c'est en train d'arriver. On ne va pas l'esquiver, on ne va pas claquer des doigts et résoudre toutes ces problématiques-là qui sont établies par le GIEC, que vous pouvez aller voir dans les fresques, etc. De toute façon, on y va. Donc maintenant qu'on sait qu'on y va, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire au mieux, quoi. Et donc je me dis que là, la transfo du numérique responsable, elle va forcément marcher, quoi. On va forcément y aller. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là. Parce qu'on a besoin de vous, les agilistes, les accompagnateurs au changement, pour faire avancer les entreprises. Je ne sais pas si ça vous parle, l'affreux organigramme, là. Ça dépend de la taille de vos groupes, mais des fois, quand on est accompagnateur au changement et qu'on se retrouve avec « alors, il faut que tu fasses valider par un tel projet, tel truc, etc. », c'est d'une belle complexité. Et donc, quand on traite de la complexité agile, ça va être avec beaucoup de changements, de parties prenantes, des besoins, des outils, plein de demandes. Et ce qu'on met en place, c'est de la communication, de la transparence, le fait de faire de l'amélioration continue. Décidément la zapette. Et quand on traite la complexité des enjeux du numérique, des enjeux de la crise climatique, mais des enjeux du numérique, c'est pareil. Il y a plein d'usagers différents, avec des besoins différents, des façons d'accéder au numérique qui sont différents, des devices, plein de choses. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du développement sur applications mobiles, ici. Ouais. Alors autant les iPhones, Apple, tout ça, bon, c'est tellement bien cadré là que... Mais alors, j'ai un bug sur tel Android avec telle version, ça peut être un sacré truc à maintenir.
Et donc, ce qu'on fait, quand on accompagne en numérique responsable, ça va être aussi d'inspecter, d'adapter, d'améliorer, de prolonger, de recycler, puis d'économiser. Donc, il y avait quand même vachement de parallèles, quoi, pour moi. Et donc, est-ce que ça serait le même combat, d'apprendre à appréhender un système complexe, des systèmes complexes, en transmettant du sens et des responsabilités, afin de faire évoluer nos façons de travailler et nos façons de consommer, du coup, parce que ça pose aussi vraiment cette question-là. Ah non, mais là, elle veut pas, hein. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la courbe de diffusion d'une innovation? Il y a peut-être des gens plus du produit, je sais pas. Ouais, ça vous parle? Donc, c'est une courbe qui nous dit que, là, il y a marqué abîme. Entre nos premiers adoptants, les gens qui commencent à utiliser notre service, et le moment où ça va vraiment se démocratiser et tout le monde va l'avoir pris dans son usage quotidien, il y a ce qu'on appelle l'abîme, qui fait peur à toutes les startups. Quand j'accompagnais des startups, c'était vraiment ça le truc. C'était trop bien mon produit, super, mais est-ce que ça va décoller? Est-ce que ça va pas juste retomber? Est-ce que ça va prendre en fait? Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous remercie d'être là pour le temps que vous passez justement à la prise en compte de ces complexités-là et de l'envie de travailler sur ces questions, parce qu'en fait, on est ici. Pour l'instant. En termes de mouvement social, même si je trouve que ça bouge beaucoup, notamment par les fresques et la sensibilisation, on est en train d'avancer. Mais donc en étant ici, vous faites partie des premiers adoptants qui se posent cette question-là et qui ont envie de faire avancer cette question-là. Que ça soit dans votre business model, parce qu'il y en a besoin bien entendu, mais aussi dans vos connaissances, votre façon d'appréhender le monde et de collaborer. Il y a une phrase d'Upton Sinclair que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très difficile de faire comprendre à quelqu'un quelque chose quand il est payé pour ne pas le comprendre. Ça doit vous parler. Grosse complexité numéro 1. Parce que quand on arrive et qu'on va voir des DSI, des chefs d'entreprise et qu'on leur dit « Ah ouais, mais alors là, je comprends avant ça marchait, c'était bien et tout, il y a les sous qui tombaient, mais là, va vraiment falloir faire autrement, en fait, ça serait top. On pourrait continuer à faire comme ça, mais ça serait bien plutôt anticipé de commencer à faire différemment. » Belle complexité, ça. Et c'est des histoires d'individus, de construction, de travail, d'organisation, de système. Donc il n'y a pas une réponse ultime. Par contre, il y a le fait déjà de savoir qu'on a des complexités à traiter ces questions-là et de remise en cause. Et donc comment est-ce qu'on peut accompagner les gens de manière la plus bienveillante possible à prendre en compte en fait ces complexités-là. Encore une fois, ce n'est pas de la faute des personnes, c'est de la faute du système. On est dans ce système-là, on a des complexités, c'est comment on va les résoudre. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai. Hein. On en discutera à la fin. Si vous avez d'autres façons de voir, vous me dites. Donc si je résume, et si la ZAPET veut bien décidément, une transformation agile, c'est accompagner avec un nouveau sens des nouvelles valeurs des organisations avec leurs capacités et leurs pratiques. Et pour transformer une entreprise pour qu'elle devienne numériquement et socialement responsable, c'est passer par les mêmes étapes. Et donc, en tant que coach agile, qui ai beaucoup travaillé avec le manifeste agile et avec l'accompagnement des équipes, je me suis dit, je vais le reprendre le manifeste, puis je vais essayer de le tarabiscoter pour en donner quelque chose qui prend en compte justement les complexités du numérique responsable. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup d'agilistes, le fait que je vous propose de construire votre propre manifeste agile en entreprise, ça vous parlera peut-être moins. Mais on peut quand même en discuter, vous me direz. Alors, du coup, là, c'est le moment où je dis, est-ce que ça parle à quelqu'un, le manifeste agile de base? Ouais, c'est bon. Pour redonner un peu son sens de lecture, parce que ça, c'est vachement important, en fait, on va privilégier les valeurs de gauche, donc par exemple les personnes et leurs interactions, par rapport aux processus et aux outils. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de processus et d'outils dans la vie pour cadrer et avancer, pas du tout. C'est juste qu'il ne faut pas que les processus et les outils freinent la façon dont on interagit et dont on fait évoluer nos relations. C'est vraiment comme ça qu'on lit. Sachant que les valeurs de gauche, là, les personnes et leurs interactions, des logiciels fonctionnels, la collaboration avec le client ou l'adaptation au changement, c'est déjà des notions complexes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation au changement? Comment est-ce qu'on fait pour collaborer avec le client plutôt que d'y aller vraiment sur le contrat? C'est déjà des notions de complexité. Par rapport aux valeurs de droite qui sont plus facilement appréhendables, plus facilement cadrables, mais qui parfois du coup vont freiner justement la complexité humaine et notre façon de travailler. Et donc, ce que je vous propose, plutôt que les personnes et leurs interactions par rapport aux processus et aux outils, ça va être l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Alors,
On va parler ensuite de Netflix et de Twitter. Vous le voyez venir de toute façon. Mais ça, comme c'est pas encore très connu, j'aime bien en parler. Est-ce que vous connaissez les Wholesome Games? Non? Non? Les Wholesome Games, alors je dis ça en plus pour les parents parce que ça, je pense que vous allez apprécier. C'est tout un univers vidéoludique, tout un univers de développement de jeux vidéo qui va plus se baser sur le fait de vivre des émotions positives, de travailler sur la résilience, de faire des expériences humaines, plutôt que de faire, je pense que vous connaissez, les jeux à patounes, il faut collecter le plus de trucs, les jeux où on se met sur la figure et puis on essaye d'avoir un maximum de performance. Alors après, moi, j'étais joueuse de StarCraft 2, me mettre sur la tronche, j'aime bien, hein, je dis pas. La perf, ça peut être vachement rigolo, il n'y a pas de souci. J'ai joué à Halo pendant des années, enfin voilà, je ne suis pas du tout en train de remettre en cause. C'est juste qu'il y a d'autres façons vidéoludiques de traiter la question de jouer, en fait, qui ne demandent pas, par exemple, de changer de carte graphique tous les 2 ans. Ça, j'imagine, pour ceux qui construisent leur tour eux-mêmes. Voilà, donc quand de toute façon tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras acheter le prochain processeur pour le prochain jeu ou le prochain jeu pour le prochain processeur, vous voyez la boucle, ça peut être une des problématiques. Ce qui est intéressant avec les Wholesome Games, c'est qu'ils font aussi en sorte d'utiliser souvent le moins de ressources, du code super light, des graphismes vraiment light, et donc ça travaille tout ce que c'est que l'immersion et l'expérience vidéoludique d'une façon complètement différente, d'une façon plus sobre, d'une façon qui est plutôt vers les émotions et la prise en compte de l'être humain. Donc voilà, si ça vous tente, allez regarder ça, je trouve ça vraiment très chouette. Mais bon, on va parler un peu de guerre de l'attention aussi. Après, les AAA, en plus, ça se discute, mais c'est encore autre chose. Est-ce que ça vous dit un truc, les dark patterns? Ceux qui travaillent dans le produit. Vous êtes sur Booking et vous êtes en train de réserver un hôtel pour un week-end. Et puis vous avez plein d'informations en rouge qui clignotent partout pour vous dire combien de personnes sont en train de regarder la même page que vous, combien de fois cet hôtel a été réservé dans les 24 dernières heures, combien de chambres il reste. Ouh, là ça monte, là, la tension, là, faut vite acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle des dark patterns. C'est une façon de développer une interaction entre être humain, machine, qui exploite directement la façon dont nos tripes et notre cerveau fonctionnent et va faire qu'on va avoir plus ou moins des contextes d'achat. Donc, Kritsina, et je suis incapable de dire son nom, mais elle est géniale, elle fait justement beaucoup de travail autour de ça, sur comment est-ce qu'on pense l'UX, UI de manière plus respectable et justement de façon à ne pas utiliser les biais cognitifs. Parce qu'il y a bien une règle, en tant que concepteur de produits numériques, c'est qu'un cliqueur n'y arrive jamais seul. On a tous par contre notre part de responsabilité dans le fait qu'on met à disposition des services numériques qui vont faire qu'on va avoir un impact plus ou moins différent en fonction de comment on a codé, de comment on pousse les gens à consommer. Et donc pour les concepteurs produits, pour les développeurs, pour tout le monde, en fait, commencer à se poser la question de est-ce que cette feature, elle va vraiment dans le bon sens? Et après, ça tire toute la question de la vision de l'entreprise, de la croissance, et bref, vous allez voir, on va souvent boucler sur cette idée. Donc, tous ces mots-là, j'ai pour projet de tout recenser, de tout mettre sur le site, mais il y a plein d'autres personnes qui font des choses très très bien pour recenser tout ça. Si vous voulez creuser sur l'humain et ses besoins, ça va être tout ce qui est à gauche. Si vous voulez creuser sur l'exploitation des biais cognitifs, ça va être à droite. De toute façon, les slides de la conférence sont disponibles aussi après, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je ne vais pas tout développer parce que comme vous l'avez vu, c'est un gigantesque territoire et c'est beaucoup de complexité. Mais le but du jeu, c'est que chacun à votre façon, avec ce qui vous intéresse et avec ce que vous pratiquez au quotidien, vous puissiez trouver au moins une première notion, un premier truc à creuser pour faire avancer votre entreprise, votre équipe. Vous savez ce qu'a répondu le dirigeant de Netflix à un journaliste qui lui demandait quel était son plus gros concurrent? Ouais, dodo. C'est qu'on n'aille pas faire dodo. Mais je pense que vous le vivez, hein, de toute façon, un tweet de plus, un Insta de plus, un TikTok de plus. Alors là, c'est directement branché au cerveau, mais rapide, hein, le circuit de la récompense. Dans les sources, je vous ai mis plein de vidéos justement qui traitent de cette question-là.
et qui sont assez rigolotes pour voir à quel point justement on a des biais cognitifs qui sont exploitables pour nous faire rester le plus longtemps possible. Comment les algorithmes sont faits pour qu'on reste le plus longtemps possible. Et donc comme un clicker n'y arrive jamais seul, se poser la question de savoir si on est en train de faire en sorte que la personne elle y passe 2 heures de plus de sa vie, c'est une question à se poser. Des logiciels fonctionnels plutôt qu'une documentation complète, je vous propose des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Est-ce que vous connaissez les bloatware? Ouais. Vous savez, ce délicieux moment où vous venez d'ouvrir un post Windows, vous avez envie de vous mettre à faire des trucs, mais vous allez passer quand même une demi-heure, 1 heure et demie à tout désinstaller les trucs en plus dont vous ne voulez pas. Ouais. Bah ça c'est pareil, hein, c'est nous qui les concevons les trucs. C'est nous qui faisons en sorte que sur un ordinateur embarqué, il y ait déjà tout ça, tous les Candy Crush et les trucs dont on ne veut pas forcément et qui pèsent lourd et qui consomment. Donc en fait un bloatware, c'est vraiment quelque chose, on va dire, tu prends mon service, tu achètes mon ordinateur, etc. Ah au fait, j'avais ce joli petit paquet que j'ai décidé de te donner mais dont tu n'as pas forcément besoin. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut essayer de concevoir des produits avec vraiment juste les fonctionnalités qu'on veut apporter à l'utilisateur et peut-être pas tout plein de modèles commerciaux autour. Encore une fois, ça se discute. C'est une question complexe. Et on peut aimer que Candy Crush soit déjà installé, hein, c'est pas... il n'y a pas de souci. Mais ça va être aussi toute l'expérience qui peut être dégradée sur Internet quand vous avez énormément de pop-up ou de choses qui vous sont poussées et que vous n'avez pas demandé. Des fois, le nombre de clics qu'il faut pour réussir à arriver jusqu'à l'information sur un site, c'est assez incroyable. Alors oui, il y a RGPD, ça on sait. Les cookies, tout ça, ok, mais il peut y avoir énormément de choses en plus. Vous avez toutes ces notions-là que vous pouvez les regarder, et encore bien d'autres. Notamment autour du craft, plein de choses à dire dessus, mais aussi autour de l'analyse des coûts de langage. Il y a un parcours d'accompagnement que j'ai noté et que je trouve vachement intéressant. C'était un grand groupe de consommation. Alors c'était alimentaire, mais pas que. Et donc, les vendeurs avaient des pads pour pouvoir sélectionner des articles, répondre aux clients et faire toutes leurs tâches quotidiennes. Ces pads, ils mettaient 6 à 8 secondes à leur faire revenir un item. Donc quand tu as quelqu'un qui est là, quand il y a des choses à faire, 6 à 8 secondes, ça peut être très long. Puis surtout, multiplié par le nombre de magasins. Parce que quand tu es une super grande chaîne, bah, ça finit par te faire beaucoup de TP, en fait, beaucoup de salaires de personnes qui sont payées à juste attendre ces secondes-là. Et donc, la grande question, c'était, on rajoute des serveurs, ou est-ce qu'on va voir le méchant code horrible, terrible, qui est vieux, qui fait peur, que personne n'a envie d'aller regarder, et est-ce qu'on prend le temps de le nettoyer, de cleaner, d'enlever les batchs qui servent à rien, les batchs dans des batchs, dans des batchs, dans des batchs. Je pense que ça peut en parler à certains. Et donc, ils ont pris quand même le pari de se faire accompagner par des super crafteux, par tout un tas de professionnels de ces questions-là. Et donc, ils ont réussi à faire redescendre le temps de traitement à 3 à 4 secondes, décommissionner des serveurs et donc faire en sorte de ne pas consommer plus aussi de matériel. Donc, ils ont fait beaucoup d'économies. En plus, ils n'ont pas payé en plus le fait d'acheter des choses à maintenir. Et donc, accompagner de manière numérique responsable, ça peut par exemple être ça, quand on dit des applications moins énergivores. Mais ça peut être aussi, quand on fait du développement mobile, faire en sorte que les features qu'on rajoute, elles ne font pas surchauffer le téléphone à partir du moment où on a juste lancé l'application. Je pense que vous connaissez ça, vous avez déjà dû vivre ça. Entre une appli qui se lance toute seule, où on sent que c'est pas en train d'abîmer le téléphone, et une où on la lance et on se dit « Toi, dans 2 jours, je te désinstalle, t'as l'air de faire mal. » C'est une vraie grosse différence. Ça peut vraiment être mis en place comme ça. Alors j'aime bien cette pub-là. Hein. Les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà. Ça revient, hein, c'est les périphériques que vous avez, c'est ce qui est le plus écologique, de ne pas les consommer en plus. Il y a la loi de Worth qui a été en 1995 sur le fait que les programmes ralentissaient plus vite que ce qu'on arrivait à améliorer en performance avec les composants. Est-ce qu'on pourrait éviter que ça se vérifie toujours aujourd'hui? Je pense, carrément. On pourrait éviter que ça se vérifie, notamment par rapport au bloatware, etc. Il y a vraiment toute une question à travailler autour de ça. C'est pas parce qu'on a beaucoup plus de performance, beaucoup plus de matériel qu'il faut qu'on les pousse jusqu'au bout, en fait. Et une petite anecdote comme ça, mais je me rappelle quand j'étais ado, c'était pour mon frère, il avait eu un ordinateur portable, tout neuf, tout ça.
Il le lance et Windows 8 se lance. Ça a mis longtemps. En fait, le PC était déjà en train d'agoniser juste d'avoir booté son propre OS. C'est vraiment un problème en fait. Parce que la façon aussi dont on a conçu le numérique, ça a fait qu'on a conçu des ordinateurs qui n'étaient pas suffisamment performants pour pouvoir tenir les OS qu'on était en train de développer. Et donc, il y avait toujours des décalages. Et donc, en fait, la conception de produits responsables, ça va être vraiment de mettre en adéquation qu'est-ce qu'on a comme hardware et qu'est-ce qu'on veut y mettre comme software. Et combien de temps ces deux-là vont pouvoir cohabiter le plus longtemps possible sans détruire le hardware et faire en sorte que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et ça, c'est tout ce qui est autour de l'éco-conception produit et technique, c'est vraiment, vraiment passionnant. Ensuite, et je vais prendre une petite pause pour boire de l'eau. Quelle heure il est? 47. Ça va pour l'instant? Ouais. Plutôt que la collaboration avec le client, plutôt que la négociation du contrat, je vous propose proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Alors là, on va faire quelques petites anecdotes. Le numérique responsable, le fait d'aller vers la sobriété numérique, ça passe comme ça. C'est découper son budget par deux, ça pousse à la créativité. Quand on vous dit que dans un service, il y a des trucs qui sont coupés, qu'il va falloir faire avec moins, vous mettez le cerveau en route et puis on essaye, on s'entraide, on fait en sorte, quoi. La sobriété, c'est découper son budget par 8. Là, c'est vraiment de la créativité sous la contrainte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement littéraire Oulipo. C'est un mouvement littéraire qui, en fait, prônait, et à des mathématiciens, il y a plein de gens différents dans ce mouvement, de créer de la littérature, mais avec des contraintes artistiques extrêmement fortes. Par exemple, ça va être d'écrire un livre sans la lettre E. Voilà. Eh bien, bon courage, amusez-vous bien. Il y en a un qui l'a fait, ça s'appelle La Disparition. N'hésitez pas à les regarder. Mais je trouve qu'ils sont très inspirants, parce que ça va être de réussir à écrire un poème, mais qui en même temps fait exactement un dessin. Enfin voilà, ça va être vraiment, c'est comment est-ce que tu peux tordre ton esprit un maximum pour réussir à créer des trucs. Ben, faire de la sobriété, c'est vraiment ça. C'est aussi apprendre à aimer les puzzles, quoi, à aimer les casse-têtes. Mais c'est chouette, hein. Enfin, c'est un des drivers de l'humanité, je pense qu'on va revenir dessus, mais sur ce qui motive l'être humain à faire des trucs, le fait de faire du bel œuvre, ça nous plaît. Vous connaissez le design circulaire? Ouais. Donc ça va être de faire en sorte de faire correspondre le business avec sa viabilité. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un produit soit vraiment accepté, mis sur le marché? Sa désirabilité, parce que et quand j'accompagne des startups, c'est vraiment ça. C'est pas parce que tu as une super idée que tout le monde la veut. Et c'est pas parce que c'est ta super idée. Le but du jeu, c'est est-ce que les gens, ils en ont besoin? Est-ce que ça résout un de leurs problèmes? Et donc le design circulaire, ça va vraiment pousser à se poser cette question-là. On va regarder aussi si c'est faisable technologiquement, mais dans ce cas-là, faisable technologiquement, ça va être aussi de se demander est-ce que je pousse sur le hardware? Est-ce que j'ai déjà des choses disponibles? Est-ce que mes utilisateurs les ont déjà? Si je suis en train de construire mon produit alors qu'il faut avoir le dernier iPhone 15, peut-être que je suis en train de louper une étape du design circulaire. On peut essayer de poser des critères plus bas pour pouvoir réfléchir. Et la circularité, le fait de prendre en compte les enjeux écologiques, c'est de travailler ces 3 points-là, qui déjà sont vachement durs, hein, de manière générale, quand on accompagne des entreprises sur leur business model, le fait de tourner, c'est déjà complexe. Et hop, complexité de plus, il faut aussi faire en sorte que ça soit maintenable, réutilisable, que ça soit respecté, etc. Et c'est vachement intéressant comme notion, parce que par exemple, quand il y a eu le premier iPhone qui est sorti, ça packageait en un seul objet le téléphone, le fait d'écouter de la musique, de pouvoir avoir son agenda. Je n'ai pas eu le premier iPhone, mais je pense que c'était un tas de trucs comme ça. Et donc, ça permettait, en un seul téléphone, de rationaliser beaucoup d'usages. Why not, en fait? Ça fait qu'on a moins d'objets, ça peut être intéressant. Par contre, est-ce qu'il fallait qu'on fonde la batterie à l'intérieur des téléphones pour qu'on ne puisse pas changer la batterie et que du coup, l'iPhone ne soit plus utilisable une fois que la batterie est fondue dedans? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut qu'on change tous les câbles à chaque fois? Parce qu'il faut tout racheter. Je pense que vous connaissez cette blague des guignols. Il faut tout racheter. Et est-ce qu'il faut sortir un iPhone tous les ans? Est-ce qu'il faut faire en sorte que l'OS ne tourne plus au bout de quelques versions? Tout ça, c'est des questions en fait, qui font partie du numérique responsable. Donc encore une fois, ça peut être, on a une super idée, c'est vachement chouette. Peut-être que 6 mois plus tard,
on l'a pu regarder vraiment, cette idée, on a perdu le sens et puis on se met à faire des bêtises, quoi. Donc c'est OK, hein, on en fait tous des bêtises. Le but du jeu, c'est de constamment regarder est-ce qu'on est en train d'être sur le bon chemin. Est-ce que vous avez eu des imprimantes chez vous? L'objet imprimante, ouais. Quel est votre rapport à l'imprimante chez vous? Ouais, terrible. Ouais. Conflictuel, ouais. Exactement. Exactement. Un des premiers exemples, j'en montrerai d'autres, mais un des premiers exemples d'obsolescence programmée, c'est les imprimantes. Alors bon, le hardware à mettre à jour qui ne fonctionnait pas bien avec le branchement Wi-Fi, tout ça, on a connu. Mais surtout, la cartouche d'encre, elle se siffle toute seule, quoi. On ne sait pas ce qui se passe, mais en 3 nuits, des fois, elle a disparu. Qui est-ce qui imprime toutes ces feuilles? Je ne citerai pas le nom de la boîte qui a fait ça. Mais c'est disponible sur la playlist, donc vous pourrez retrouver. Ils ont mis dans chaque cartouche d'imprimante une puce qui fait que quand il reste encore 30% d'encre, ça dit à l'imprimante « Je suis vide ». Oui. Ouais. Oui, marché captif, c'est ça, un marché captif. Un marché captif, c'est faire en sorte que l'imprimante qui me coûte cher à construire, elle vous coûte pas cher à acheter, mais une fortune à utiliser au niveau des cartouches. Ça, c'est un marché captif. C'est vraiment pas chouette, ça, au niveau responsabilité. On consommera de toute façon, bah oui. Exactement. Ouais, c'est à la Fnac, voilà, on peut tous l'acheter, ça a l'air normal en fait. Et donc en fait, le fait de bosser sur le design circulaire, c'est de se poser la question de est-ce que c'est normal ou pas de penser ce que je pense? Est-ce que c'est normal ou pas de consommer comme je consomme? Et de se poser la question sur tout ce qui touche à la vie quotidienne. Donc pour le numérique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais pour les enjeux de la crise climatique, c'est tout le reste. Donc encore une fois, merci d'être là et de prendre en compte ces questions-là, parce qu'à partir du moment où on se prend la tête à réfléchir comme ça déroule un paquet de trucs. Une autre façon aussi de faire de la sobriété, que j'aime bien, ça c'est Bing, ça c'est Google. Le carrousel, là, avec les news que vous n'avez pas demandé, version bloatware, justement, ça vous cause aussi, ça? Ouais. Oh là là! De la news anxiogène, non filtrée, que vous n'avez pas demandé, tout ça, toujours sur la même page, parce qu'il y a des boîtes qui lancent Bing en automatique sur les navigateurs, qui font que de toute façon, tous les jours, vous allez lancer IE avec ce truc. Vous avez déjà essayé de cliquer sur le J'ai de la chance, là, de Google? Parce que moi, je n'avais jamais fait ça. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi il y a un bouton J'ai de la chance? J'avais jamais fait gaffe. Maintenant, je clique partout. Du coup, j'essaye de faire... J'embête tout, je clique partout. En fait, quand vous cliquez sur J'ai de la chance, ça fait une petite roue qui tourne et ça va vous proposer, par exemple, je veux les tendances, qui sont l'équivalent de ce machin-là. Ils ne nous les poussent pas. Ils nous les proposent. Et encore, ils ne nous les proposent pas en mode je te les propose, voilà quoi. Ils nous les proposent de manière super light. C'est une façon intéressante de faire de la sobriété. Sans oublier le background en 4K, ultra lourd à charger, etc. avec toutes les images. Voilà, c'est encore une autre notion sur l'éco-conception. Mais en tout cas, sur la conception de features, ça c'est vachement intéressant. D'une certaine manière, c'est aussi être captif. C'est une autre façon de le faire. En fait, ça vous donne le temps de réfléchir et d'absorber, quoi. On est sur... Ce que vous pouvez aller regarder sur le fait de proposer de la valeur utile. Notamment, il y a un atelier que j'aime beaucoup qui est l'event storming et qui permet vraiment aux devs et à la conception produit de se mettre d'accord et d'itérer sur les features. C'est vraiment très, très intéressant. Et comme on a le temps, je vous propose un petit jeu sur la notion de prototype. Est-ce que ça vous parle, les prototypes? C'est vraiment comment est-ce que je fais pour valider que ma nouvelle idée, là, elle est correcte, elle est validable, mais en dépensant le moins d'argent, de temps, de quoi que ce soit. Mettons, je suis... Il y en a plein que j'adore comme histoire. Je suis conceptrice des derniers hamburgers chez McDonald's. Je viens d'avoir mon poste et tout, j'ai envie d'avoir une idée brillante qui va faire que mon chef il va en avoir des étoiles plein les yeux. Et je vais trouver une recette de fou. Je vais mettre des spaghettis bolognaise dans un hamburger. Vous
trouvez pas que c'est trop chouette, là? Ça vous donne pas envie? Vous n'êtes pas chaud? Non? Non? Mon chef, il a dit pareil. Il m'a dit, t'auras pas un rond pour la tester, celle-là. Mince, comment est-ce que je peux faire pour quand même valider que les spaghettis bolognaises, c'est une super idée du siècle? Allez-y. Dites-moi, comment est-ce que je dépense le moins d'argent possible, le moins de temps, on fait avec rien, pour valider mon concept de hamburger au spaghetti? Pas mal, pas mal. Je ne l'avais jamais entendue celle-là et elle est intéressante. Parce qu'effectivement, tester directement sur les utilisateurs et les gens qui sont dans l'entreprise, c'est un très bon truc. Mais là, on va dire que comme j'ai vraiment pas un rond, je peux pas utiliser les cuisines, je peux pas adapter les postes de travail, vraiment, j'ai rien. Pose la question. Ouais. Un sondage. Le but du jeu, c'est qu'en plus, j'utilise les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Il faut que je bouge pas grand-chose, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un dessin, faire un sondage? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une belle pancarte avec un beau dessin, une belle photo un peu retouchée. Ça va me prendre voilà, le budget Photoshop, qui est quand même un certain budget. Hein. Je vais la coller sur les différents menus. Au caissier de McDo, je vais leur donner un petit compteur. Et à chaque fois que quelqu'un va demander le hamburger au spaghetti, je vais faire un clic. Et à chaque fois que la personne va lui demander, je vais dire « Ah, victime de son succès, il n'y en a déjà plus ». Et donc, ça ne va pas m'avoir coûté grand-chose de faire vivre l'expérience en restaurant de « J'aimerais bien le manger, ce truc-là ». Personne n'en a voulu, donc je ne l'ai pas développé. Voilà, c'est la notion de prototype. Donc c'est même avant de construire quelque chose, même avant de faire ce foutu hamburger au spaghetti, comment est-ce que je peux vivre l'expérience? Il y en a plein d'autres, si vous voulez, après, autour d'un verre de jus de fruits, là, je vous en fais, j'adore ça, moi, ça me fascine. Et donc, autour de tout ce qui est aussi l'A/B testing. Et pour la dernière valeur, bon, ça va être timing, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, je vous propose l'amour de l'existant. Donc là, on a bien vu budget CO2, les périphériques, qu'est-ce qui consomme le plus, etc. Et son adaptation avec les indices de réparabilité. Plutôt que la course à la croissance. Et alors là, normalement, elle parle à certains, cette ampoule-là précisément. Ouais. La première fois qu'elle a été allumée, c'était en 1901. C'est la plus vieille ampoule en fonction du monde. Et vraiment checké, hein, je suis allée regarder, j'ai même vu, parce que cette image-là, c'est tiré d'en fait une webcam qui la filme tout le temps, pour voir si jamais elle va s'éteindre. Cette ampoule, elle raconte l'histoire du cartel Phébus. Est-ce que vous connaissez déjà le cartel Phébus? Ouais, certains. Je vais le faire en rapide parce que d'autres connaissent. Donc, il y a eu une crise de croissance aux États-Unis, mais comme peut y avoir plein de crises de croissance dans les pays de manière générale. Et en fait, cette crise de croissance, elle est arrivée pile au moment où nous, on avait réussi en tant qu'espèce humaine à développer des super ampoules qui tenaient super longtemps, qui étaient super résistantes. Pile au moment où en plus les gens commençaient à équiper chez eux des ampoules. Donc ils arrivaient, ils achetaient, puis ils ne revenaient pas. Ça tenait bien le coup. Donc comment est-ce que tu relances la croissance quand les trucs ils pètent pas? Parce que nous, on ne connaît pas ça, le monde sans l'obsolescence programmée. Mais eux, ils ne connaissaient pas. Ils l'ont inventé. Hein. Ils se sont mis les fabricants d'ampoules, tous ensemble. Ça s'appelle le cartel Phébus. Et donc, ils ont réfléchi à comment est-ce que je peux faire une ampoule qui pète. Exactement. Les collants des nanas, ça c'est... Et donc là, on voit plein de projets sur Kickstarter, Ulule, tout ça, qu'on regarde et oh, waouh, des collants qui ne filent pas. Ah ouais, 2023, on en revient aux collants qui ne filent pas. On est bon. C'est ça, la lourdeur de l'obsolescence programmée. Et de penser la croissance de cette manière-là. C'est comment est-ce qu'on peut penser la croissance ou la décroissance, c'est encore une vaste question, on peut en discuter, mais comment est-ce qu'on peut penser en tout cas nos actes de consommation, nos actes de création, nos actes de production, sans en passer par ces idées-là en fait. Et donc, pour rigoler, on va faire la petite histoire de l'obsolescence programmée. J'adore les mèmes, donc là vous allez en voir plein. C'est mon moment où ça me fait plaisir. Pour inventer l'obsolescence programmée, il faut développer de la belle ingénierie. Pour développer de la belle ingénierie, il faut des humains qui sont contents d'inventer des beaux trucs. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Si vous êtes manager, allez bouquiner ce truc-là. C'est vachement chouette.
Globalement, ça dit que quand on maltraite un être humain ou qu'on lui dit si tu fais bien ça, tu auras des sous, c'est pas le truc qui marche le mieux. Le mieux, c'est de le laisser en autonomie, créer des trucs, faire des choses, laisser de la place à sa créativité et à son auto-organisation. Et donc, quand tu mets un être humain dans ce contexte-là, de pouvoir créer des choses et d'être en sécurité, d'avoir du droit à l'erreur, de pouvoir itérer, agilité, amélioration continue, ça crée des super trucs super chouettes. Après, il faut inventer de l'obsolescence programmée. Donc, on a des ampoules qui marchent, pouf, on a des ampoules qui ne marchent plus. Bon, j'aime bien cette... voilà, c'est... C'est terrible, l'obsolescence programmée, c'est terrible. Je repense à mon ancienne machine à laver et ça me fait encore mal au ventre. Et donc, ça permet, en fait, d'inventer un marché captif. Mais ça va être parce que vous utilisez la même cafetière avec les mêmes capsules rechargeables, mais qu'elles sont faites pour que, de toute façon, avec le tartre, ça pète au bout de 2 ans. Mais comme vous avez bien aimé la machine, vous en avez racheté une autre de la même gamme, etc. Ça peut être partout, l'obsolescence programmée. Et les marchés captifs, parce que ça va ensemble. Et donc, pourquoi ? Pour lancer la croissance, pour créer de l'emploi, pour faire la masse de dollars. Les humains, parfois, c'est très, très humain, tout simplement. Et donc, l'objet de cette conf, c'est aussi dire, encore une fois, alors, on a chacun notre part de responsabilité. Comme je viens de vous le montrer, en fait, un clicker n'y arrive jamais seul. Donc, vraiment, quand on bosse dans le numérique, on a vraiment sa responsabilité. Et on a aussi plein de biais cognitifs, plein de pressions, plein de complexités qui font que des fois, on ne fait pas les bons choix. Donc, le but du jeu, c'est quelle posture je peux adopter à partir du moment où je me rends compte que là, mon business model, ça va pas dans le bon sens. Comment est-ce que je vais pivoter, faire en sorte de faire autrement ? Ça, c'est mon préféré. Je suis très fière de celui-là parce que j'avais envie de placer un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Yes. Et donc, nous, citoyens aisés du 7e continent, on a de grands pouvoirs, puisqu'on a des grands pouvoirs de consommation. La FNAC, elle n'est jamais loin. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obsolescence programmée, de features en plus comment est-ce qu'on peut faire pour décommissionner, comment est-ce qu'on peut faire pour réfléchir nos usages, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus accessible. Et donc en fait, chacun a sa patte à porter parce que chacun, vous avez des connaissances, chacun, il y a des appétences en vous, des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Et elles rentrent en fait dans cette réflexion-là. Chacun a sa place pour faire avancer. Plein de trucs à regarder sur le FinOps, D'ailleurs, je pense qu'un des trucs qui est vraiment important aussi, c'est quand vous commencez à accompagner en numérique responsable, ou même sur les enjeux de la crise climatique, il faut mesurer. Parce que c'est à partir de là qu'on sait si on va dans le bon sens ou pas. Et donc, ça prend aussi des compétences, ça demande d'aller chercher des gens à l'externe, ça demande d'aller se renseigner à l'extérieur, parce qu'on n'a pas toujours ces compétences-là, en fait, pour mettre les bons indicateurs, les bonnes mesures qui font qu'après, on peut essayer de se placer des objectifs et avancer, etc. Et indicateur et mesure ne veut pas dire si tu ne l'atteins pas, je te tape dessus. Ça veut dire c'est un outil de pilotage. Je préfère le... Back Market. Qui a déjà acheté sur Back Market ? Non ? Ah, d'habitude, j'ai du monde. Vinted ? Ouais, quand même, un peu. Bon, Back Market et Vinted, c'est la meilleure définition d'à quel point une bonne idée peut être une mauvaise idée si on ne fait pas gaffe, et vice-versa. En fait, Back Market, c'est un site qui va vous permettre de renvoyer de l'électroménager, des devices, etc., qui ont déjà été utilisés, que vous ne voulez plus utiliser, mais qui sont toujours en état de marche pour que d'autres les rachètent et puissent les faire durer le plus longtemps possible. Numérique responsable, ok, l'amour de l'existant, on le fait vivre, on le fait bouger. D'ailleurs, si vous pouvez ressortir avec une action de cette conférence, ça peut être d'aller regarder chez vous dans les tiroirs les téléphones que vous gardez parce qu'ils vous rappellent des souvenirs, parce que c'était vraiment votre smartphone préféré quand vous aviez 15 ans. Voilà, tous ces trucs-là. Plus ils sont dans le tiroir, moins ils fonctionnent. Et donc, au bout d'un moment, ils seront tellement dépassés qu'ils ne pourront pas faire tourner les OS. Et donc, littéralement, on aura perdu du capital numérique à ne rien faire. Donc, une des bonnes choses, par exemple, ça va être de le donner à votre maman, à votre petit frère, etc. Mais ça va être aussi de le mettre sur Back Market. Vinted, c'est la même chose avec les fringues. Je peux beaucoup parler aussi sur l'industrie du textile. Il y a la fresque du textile qui est passionnante. Si ça vous intéresse, c'est encore un autre monde. Le problème avec Back Market et Vinted, c'est qu'on se dit, un de plus, il est moins cher, il est reconditionné, je le revendrai après. Et donc en fait, on expérimente ce que c'est que la notion d'effet rebond.
Par exemple, avec Vinted, qui est vraiment pour les vêtements, ça va être j'arrête d'acheter dans les magasins, c'est moins cher, je fais tourner les vêtements, etc. Mais en fait, j'en achète 2 fois plus. Et pour Back Market, ça peut être pareil. On peut se retrouver à avoir 3-4 smartphones assez vite sans s'en rendre compte, en fait. Et donc, une des grandes questions autour de ça, c'est faut faciliter la réutilisabilité, j'ai réussi, sans se dire que du coup ça m'offre d'autres possibles. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est de se dire ok, je donne une proposition de valeur, j'apporte quelque chose et je ne mesure pas comment l'être humain pourrait essayer de l'utiliser autrement. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à l'effet rebond. Qu'est-ce qui fait qu'avec un changement de consommation, on va se retrouver à faire un truc qui a une sorte de retour de flemme. Fred et Jamy, ça doit vous parler? Ouais. Fred, il a une super chaîne de vulgarisation sur YouTube pour les minouches, c'est vraiment génial. Et il a fait une très très bonne vidéo, pareil, à la fin de la conférence, sur comment sont recyclés les smartphones. Et en 7-8 minutes, vous voyez vraiment la base de ce qui marche bien et de ce qui marche moins bien, et ça illustrera bien aussi le propos de la conférence. Avant de terminer, il y a 2-3 outils qui peuvent vous être utiles. La règle des 5 R, donc ça c'est vraiment celle qu'on utilise le plus en numérique responsable. C'est pas parce qu'on me donne des goodies à une conférence que je dois prendre les goodies. Ça c'est mon grand cheval de bataille en ce moment. Ça c'est j'ai pas besoin d'une gourde de plus. Non. Donc plus on dira non au sac de goodies, plus on nous donnera moins de goodies. Mais il faut le faire. Comment est-ce qu'on peut réduire? Est-ce que j'ai besoin d'autant de choses? Est-ce que je peux pas mutualiser? Est-ce que je peux réparer? Alors, il y a tout ce qui est autour des Repair Café, etc. Mais après, vous allez peut-être vivre cette expérience que j'ai eue, qui est que tu arrives avec ton objet dans un Repair Café et le gars, il te regarde et il te dit ça, c'est fait pour péter, c'est pas fait pour être réparé. Et littéralement, je peux rien faire avec ce truc-là. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il y a plein de normes qui sont en train de passer sur les indices de réparabilité, justement. Et donc, essayez, par exemple, d'orienter la consommation plutôt sur ces aspects-là. Mais aussi comment est-ce que je peux réutiliser, recycler, adapter mon usage. Et celle que j'aime bien qui vient du monde plutôt justement du textile, c'est la méthode bisou. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas déjà un débardeur à peu près de cette couleur-là? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que je peux pas m'organiser et faire autrement pour que finalement j'ai pas besoin d'acheter à ce moment-là? Est-ce que j'en ai pas déjà un qui se ressemble? Quelle est l'origine? Parce que par exemple, pour l'origine des vêtements, c'est très criant, mais l'origine du numérique, c'est pareil, hein, ça vient d'endroits qui vivent les impacts de ce que nous on consomme. Donc voilà. Et est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est utile? Voilà, je suis arrivée au bout pour le manifeste. Donc l'humain a ses besoins plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Les logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Et l'amour de l'existant et son adaptation plutôt que la course à la croissance. C'est une proposition. C'est à adapter. Et donc quand je parle de ce manifeste-là, je dis c'est pas le mien, c'est pas une propriété intellectuelle particulière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la démarche intellectuelle qui fait que dans une équipe, on peut construire ça ensemble pour faire changer la façon dont on conçoit un produit. Et avec un manifeste, on peut faire plein de choses, mais il y a aussi plein d'agilistes que je connais qui ont donné de super conférences. Par exemple, il y a Claire Bonnet qui a fait un poker impact. Et donc ça permet, avec un product owner, de prioriser des fonctionnalités à développer plutôt par rapport à leur impact positif qu'à d'autres aspects. C'est toujours comment est-ce qu'on peut mettre dans les mains des équipes et des gens qui conçoivent des outils, des choses qui font qu'on commence à changer notre façon de regarder. Donc voilà, faut faire le sien, quoi, et s'interroger sur son business model. Ce que je voulais vraiment vous transmettre, pour terminer, et là je vais faire le petit moment émotion parce qu'il y a mon papa et ma maman au fond de la salle, et c'est eux qui m'ont fait lire Sartre quand j'étais jeunette. L'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, donc la société dont on vient et là où on est né, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Cette phrase-là, moi, elle m'a guidée toute ma vie et elle me fait réfléchir tous les jours. Parce qu'effectivement, c'est « Ok, j'en suis là, ok, j'ai fait telles erreurs, ok. Qu'est-ce que j'ai envie de transformer maintenant ?» Et en fait, je trouve que c'est un bon mindset pour le numérique responsable et pour la transformation de notre société de manière générale. Il y a plein d'actions. J'avais pas la place de tout mettre, mais il y a plein de choses. Il y en aura aussi de toute façon sur
sur le site de la conférence. Mais si vous voulez commencer par un truc, si vous ne l'avez pas fait, c'est la fresque du climat, ensuite la fresque numérique, et ensuite vous posez des questions sur votre quotidien, ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez envie d'aller creuser plus loin, et en creusant plus loin, comment est-ce que vous faites pour prendre en compte justement les enjeux de la crise climatique. Toujours se poser cette question-là, et puis de manière un peu subversive, d'une certaine manière, c'est comment est-ce que je peux constamment remettre en cause ma façon de penser, ma façon de consommer, pour changer mes habitudes en fait, et ma façon de voir le numérique. Alors normalement, c'est pour les agilistes, mais si vous ne faites pas d'agile washing dans vos accompagnements, vous ne ferez pas de greenwashing non plus. Parce que s'il y a bien un truc qui peut desservir, entre guillemets, c'est d'essayer d'utiliser tout ce que je viens de vous dire pour juste faire joli, pour faire on a fait un peu des trucs, etc., mais on n'a pas fait jusqu'au bout. Donc c'est une conférence d'introduction pour vous donner des notions, pour vous donner envie aussi, pour vous donner envie de creuser, d'aller regarder des choses. Mais le but du jeu, c'est pas de se servir de tout ça pour dire ça y est, on est green, quoi. Parce que ça pose vraiment un vrai problème. Et un petit jeu avant de partir. Je vous propose un exemple. Est-ce que vous connaissez les chaussettes Netflix ? Non ? Alors la chaussette Netflix, elle est très chouette parce qu'elle permet d'arrêter Netflix quand vous vous endormez et de retrouver votre épisode au bon moment. Oui, oui. Si, pendant un temps, ils l'ont vendu en kit DIY sur un site. C'est beau, hein ? Du DIY pour faire un truc dont personne n'a besoin. C'est vraiment concept, hein. Ça, c'est l'humain dans toute sa splendeur. Et donc, j'aime bien parce que tout le monde cite souvent cette phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais est-ce qu'ils se sont demandé s'il fallait vraiment le faire ? Moi, je trouve que c'est important de rajouter ce truc-là. Et donc, je vous invite à faire ce jeu-là, soir, quand vous allez rentrer avec qui vous voulez, avec votre famille, et de trouver le plus d'innovations qui servent à rien, que vous avez vues, en fait, et d'en discuter, de les déconstruire ensemble, et de vous mettre d'accord sur quoi ? Les chaussons auto-chauffants, enfin, on peut s'amuser longtemps avec ce jeu-là, hein. Donc, c'est une bonne façon aussi de réfléchir à comment pas faire ces trucs-là. Les sources de la conférence, si vous voulez la retrouver. Sinon, elle s'appelle manifestgreenagile.com. Le but du jeu, c'est que d'autres personnes puissent la donner. Il y a déjà Maria qui l'a donnée en Suisse, par exemple. Donc, c'est vraiment fait juste pour faire une initiation au numérique responsable et à l'agilité. Et que, voilà. Donc, s'il y a des orateurs, des oratrices qui ont envie de la donner, de la partager, j'accompagne, je fais en sorte, je mets à dispo les slides, et puis voilà. J'attends que les derniers téléphones soient baissés. C'est bon pour vous ? Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Ça, c'est fait. Est-ce que vous avez des questions ? Deux, trois questions, parce que j'ai l'impression que le genre de pizza a été hyper rapide. Je laisse le temps de raconter, de répondre à des questions. Juste, il faut les répéter, parce que comme ça, on les entendra dans le micro. Ah oui, je les répète. On Ok. deux, trois, et puis après, tranquillement, on ira. Ça roule. Dis-moi. Une question sur un terme que tu as cité au début de la conférence. Il me semble qu'il y avait éco-anxiété et Oui. même infobésité. Oui. Comment tu définis, ou alors plutôt ma question précise, c'est quels sont les signaux qui vont te faire comprendre qu'il y a de l'éco-anxiété ou que tu détectes chez l'autre ou un groupe ou dans l'entreprise de l'infobésité ou de l'éco-anxiété. Alors effectivement, éco-anxiété et infobésité, c'est deux choses. Donc, comment est-ce qu'on détecte qu'il y a de l'éco-anxiété ? C'est quand ça commence à prendre toute la place dans la tête. À partir du moment en fait, où on se met à prendre en compte les enjeux de la crise climatique, on commence à regarder les conséquences. Ça arrive souvent aux gens quand ils sont en train de faire la fresque du climat, donc à la fin d'un atelier de 3 heures de sensibilisation à la crise climatique. Il y a un moment où c'est très dur pour les gens de se rendre compte à quel point c'est compliqué, parce que c'est des chiffres qui sont basés sur le rapport du GIEC, et donc c'est difficilement contournable, quoi. C'est la vraie réalité, vrai de vrai. Et donc on va passer par ce qu'on appelle la courbe du deuil. Tu vois, t'es en colère, voilà, tu repars, etc. Et donc l'éco-anxiété, ça va vraiment être quand
si tu n'as pas la capacité d'agir, que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement et que dans le même temps, ça n'arrête pas de te prendre la tête tout le temps. Et ça peut vraiment faire que tu as des émotions négatives qui se stockent en fait et qui font après qu'on n'arrive plus à se mettre en mouvement. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire, mais j'aimerais le faire beaucoup plus pour la prochaine conférence. Je pense que je mettrai des choses très actionnables et à prendre tout de suite. Travailler sur les enjeux de la crise climatique et le numérique responsable. Faire de la sensibilisation, ça peut être aussi très dangereux dans vos entreprises si vous ne permettez pas aux gens qui sont dans vos entreprises de ensuite mettre en action et de faire en sorte. Sensibiliser, c'est bien si on peut agir ensuite. L'éco-anxiété vient du fait que tu as peur et que tu ne peux pas bouger en fait. C'est vraiment ce truc-là. Et l'infobésité, c'est à partir de quand un cerveau humain, il commence à se dire là, il y en a trop quoi. Il y a trop de tweets, il y a trop de trucs sur LinkedIn, il y a trop. Et en fait, la sobriété, c'est vraiment de se dire, mais un peu comme la démarche que j'ai faite au début sur est-ce que c'est intéressant que je fasse une conférence sur le sujet, c'est est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui l'ont fait mieux que moi, ou différemment, etc. Et d'aller regarder, quoi, avant de pousser de l'info, en fait. C'est l'heure des pizzas? Ouais. De toute façon, on passe la porte et je peux rediscuter, hein, donc on peut le faire avec les pizzas en plus. Hein. Ouais, ça marche? Ok. Eh ben, merci à tous. Merci à toi.